Donner la vie n'a jamais été une partie de plaisir, mais la médecine moderne a fait des progrès gigantesques pour protéger la santé des mères et des bébés durant l'épreuve de l'accouchement. Au Moyen Âge, en Europe, près d'une femme sur 3 mourait durant ces années de procréation. Découvrir qu'on était enceinte suffisait à pousser nombre de femmes à rédiger leur testament. Les complications étaient nombreuses. Travail bloqué, hémorragie, éclampsie, et surtout, les infections postpartum faisaient des ravages, à une époque où les antiseptiques n'existaient pas. Des jours après l'accouchement, nombreuses étaient celles qui mouraient de la fièvre puerpérale. À cela s'ajoutait l'ignorance quasi totale des médecins quant à l'anatomie féminine. Ils pensaient que les organes reproducteurs des femmes n'étaient que des versions inversées de ceux des hommes. Être une femme de sang royal ne protégeait pas de ces dangers. Pire encore, leur statut les poussait à multiplier les grossesses, souvent au péril de leur vie. Les reines n'allaitèrent pas. C'était considéré comme une forme de contraception naturelle, et remettaient leur nouveau-né à une nourrice, afin de retourner au plus vite dans le lit conjugal. Quant aux médecins, leurs pratiques parfois brutales, soi-disant à la pointe du progrès, n'amélioraient pas leurs chances de survie. Voici l'histoire de 7 reines et princesses d'Angleterre mortes tragiquement à cause de la maternité. Isabelle d'Angleterre, fille du roi Jean d'Angleterre et d'Isabelle d'Angoulême, elle épouse à 21 ans l'empereur Frédéric II, veuf 2 fois et âgé de 40 ans. Elle devient impératrice du Saint-Empire, reine de Germanie et de Sicile. Mais à son arrivée en Allemagne, Frédéric renvoie presque toutes ses dames de compagnie. Isabelle se retrouve isolée dans un monde inconnu. L'empereur, influencé par ses campagnes en Orient, entretient un harem de femmes arabes gardées par des eunuques, et y ajoute sa nouvelle épouse. En 6 ans de mariage, Isabelle donne naissance à 4 ou 5 enfants, dont au moins un meurt en bas âge. Elle meurt à 27 ans, en accouchant d'une fille. Mary de Bohun, aristocrate anglaise et galloise. Mary appartenait au camp Lancastre durant la guerre des 2 Roses. À la mort de son père, elle hérite d'une immense fortune, partagée avec sa sœur Élinor. Le mari d'Élinor, avide de tout accaparer, kidnappe Mary et la cloître dans un couvent. Elle est ensuite enlevée par Jean de Gand, 3e fils du roi Édouard III, qui la marie à son propre fils Henri, âgé de 14 ans. Le mariage devait rester non consommé jusqu'à leur maturité. Mais les jeunes époux n'attendirent pas. Mary était enceinte à 16 ans. Son premier enfant ne survit que quelques jours. Elle en aura 6 autres. Elle meurt à 26 ans, en mettant au monde sa fille Philippa. 5 ans plus tard, son mari renverse Richard II et devient Henri IV. Leur fils aîné deviendra Henri V, l'un des plus grands rois guerriers du Moyen Âge. Mais le destin continue à frapper la famille. Ses 2 filles, Blanche et Philippa, mourront elles aussi de complications liées à la maternité. Isabelle de Valois. Fille du roi Charles VI de France, elle est mariée à 7 ans au roi anglais Richard II, âgé de 29 ans, dans le cadre d'un traité visant à mettre fin à la guerre de 100 ans. La jeune Isabelle se dit heureuse d'être reine d'Angleterre, car cela ferait d'elle une grande dame. Installée à Windsor, elle vit entourée de sa propre cour. Richard, respectueux, la visite souvent. Leur relation est amicale. Il plaisante volontiers avec elle et ses dames. Le roi, cependant, préfère la compagnie de ses favoris masculins, ce qui rend leur union encore plus singulière. 4 ans plus tard, Richard est assassiné. Isabelle, veuve à 11 ans, est placée en résidence surveillée par le nouveau roi, Henri IV. Ce dernier tente de la marier à son fils, le futur Henri V, mais son père refuse et exige son retour en France. À 16 ans, elle épouse alors son cousin Charles, duc d'Orléans, âgé de 11 ans. À 19 ans, Isabelle meurt en donnant naissance à leur fille, Jeanne, qui survivra et deviendra duchesse d'Alençon. Élisabeth d'York. Fille du roi Édouard IV et d'Élisabeth Woodville, elle appartient à la maison d'York. Quand Richard III est vaincu à Bosworth, Henri Tudor devient roi sous le nom d'Henri VII et épouse Élisabeth, unissant les 2 maisons rivales. Malgré les enjeux politiques, le couple s'aime sincèrement. Élisabeth est douce, généreuse, aimée de tous et préfère rester en retrait de la politique. Elle donne naissance à 7 enfants, dont 3 meurent en bas âge. Leur fils aîné, Arthur, meurt à 15 ans. Lors de sa dernière grossesse, elle est confinée à la Tour de Londres. Elle y donne naissance à une fille, Catherine, qui ne survit que quelques jours. Élisabeth meurt peu après,
victime d'une infection contractée durant l'accouchement. C'était le jour de ses 37 ans. Son mari et ses enfants sont bouleversés. Dans un manuscrit, le jeune Henri, futur Henri VIII, est représenté pleurant sur le lit vide de sa mère. Henri VII ne se remarie jamais. Aucune femme ne remplacera jamais sa reine adorée. Jane Seymour. Troisième, épouse d'Henri VIII. Jane succède à Catherine d'Aragon et Anne Boleyn. Après 2 mariages et 2 filles, Henri veut désespérément un fils pour assurer la continuité des Tudors. Jane tombe enceinte peu après leur union. Elle est placée en confinement tout l'été pour protéger l'enfant. En septembre, après 3 jours d'un accouchement difficile en raison d'une présentation en siège, elle donne enfin naissance à un garçon, le futur Édouard VI. Les célébrations sont somptueuses, mais Jane n'y participe pas. Elle est gravement malade. Elle a contracté une infection lors de l'accouchement et développe une fièvre puerpérale. Elle meurt à la fin octobre, à l'âge de 29 ans. Elle n'aura été reine que brièvement, mais elle aura donné à Henri ce qu'il désirait le plus, un héritier mâle. Pendant seulement 17 mois, Jane Seymour fut la seule épouse d'Henri VIII à recevoir des funérailles royales. Son fils devint le roi Édouard VI, mais son règne ne dura que 6 ans. Il mourut de la tuberculose à l'âge de 15 ans. Catherine part. Catherine était déjà veuve 2 fois lorsqu'elle tomba amoureuse de Sir Thomas Seymour, le frère de la défunte reine Jane. Ils projetaient de se marier lorsque le roi Henri VIII, une fois encore, fit sa demande. Le cœur brisé, Catherine n'avait aucune envie de devenir reine. Elle aspirait à une vie paisible, loin des intrigues de la cour. Mais elle n'eut d'autre choix que d'accepter et devint la 6e épouse d'Henri. Le roi, qui se vantait encore de sa virilité, se plaignait que Catherine ne tombe pas enceinte, alors qu'il était fort probable qu'il fût devenu impuissant à ce stade de sa vie. 4 ans plus tard, Henri mourut à 55 ans. Catherine, désormais veuve royale, jouissait d'une immense fortune. Elle put enfin épouser l'homme qu'elle aimait, Thomas Seymour, mais dans le plus grand secret. Il était mal vu de se remarier si tôt après la mort du roi. À 35 ans, elle découvrit avec bonheur qu'elle était enceinte. Une première, elle qui n'avait jamais conçu durant ses 3 précédents mariages. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Durant sa grossesse, Thomas se montra infidèle et flirta ouvertement avec la jeune princesse Élisabeth qui vivait chez sa belle-mère. Catherine surprit même son mari et Élisabeth dans une étreinte, ce qui l'obligea à renvoyer la princesse. Elle donna naissance à une fille, prénommée Marie. Mais 6 jours plus tard, Catherine mourut d'une fièvre puerpérale, due aux mauvaises conditions d'hygiène lors de l'accouchement. Elle ne survécut au roi Henri que de 18 mois. Thomas Seymour, désormais veuf, tenta alors de demander Élisabeth en mariage, mais fut rejeté. Son comportement lui valut d'entrer en conflit avec son propre frère, Édouard Seymour, régent du royaume. Thomas fut arrêté et exécuté pour trahison. Quant à la petite Marie, âgée de seulement 7 mois, elle fut confiée à un orphelinat. Heureusement, Catherine Brandon, grande amie de la reine défunte, prit l'enfant sous sa protection. Mais la trace de Marie se perd dans l'histoire. Elle aurait probablement succombé en bas âge. Princesse Charlotte Augusta de Galles. Charlotte était la seule enfant légitime du prince régent, futur George IV, et de son épouse Caroline de Brunswick. Elle avait été conçue lors de la nuit de noces du couple, mais ses parents se détestaient dès le premier regard et se séparèrent aussitôt après la lune de miel. Les frères de George préférèrent leur maîtresse aux princesses étrangères, et aucun d'eux n'eut d'enfant légitime. Charlotte représentait donc le seul espoir pour l'avenir de la monarchie britannique. Heureusement, elle était très populaire auprès du peuple. Belle, modérée politiquement et mariée au séduisant prince Léopold de Saxe-Cobourg, Charlotte formait avec lui un couple aussi adoré que l'actuel, William et Kate. Le public suivait leurs moindres faits et gestes avec ferveur. Un soir, Charlotte s'effondra à l'Opéra Royal. On rapporta qu'elle avait fait une fausse couche. À 21 ans, elle tomba de nouveau enceinte. Elle se retira de la vie publique, séjournant à Montague House pour sa grossesse, le temps de poser pour un portrait peint par Sir Thomas Lawrence. Ses médecins s'inquiétaient de son alimentation excessive et de son manque d'activité physique. Mais au lieu d'intervenir clairement, ils hésitaient, la mettant au régime, puis l'en retirant, ce qui affaiblit la princesse.
Elle entra en travail dans la soirée du 3 novembre. Le 5 novembre, le maître accoucheur Sir Richard Croft commença à craindre que Charlotte ne puisse expulser l'enfant. Il fit appel à l'obstétricien John Sims, mais changea d'avis, refusant qu'on utilise des forceps pour extraire le bébé. C'était un pari risqué. Une naissance plus rapide aurait pu sauver Charlotte et l'enfant, mais les forceps provoquaient souvent des infections, à une époque sans antiseptiques. À 21 heures, Charlotte donna finalement naissance à un garçon de 4 kilos. Hélas, il était mort-né. Les médecins tentèrent désespérément de le ranimer. Massage cardiaque, bain tiède, friction à la moutarde, même un peu de brandy. Rien n'y fit. Charlotte accueillit la nouvelle avec un calme tragique. Elle semblait en bonne santé et prête à porter d'autres enfants. Épuisée par 2 jours de souffrance, elle prit un peu de bouillon et du pain grillé, puis s'endormit. Son mari, le prince Léopold, qui était resté à son chevet durant tout le travail, prit un opiacé et s'effondra de fatigue sur son lit peu avant minuit. Charlotte se réveilla soudainement, prise de vomissements violents et de douleurs aiguës dans le ventre. Croft, son médecin, fut choqué de constater qu'elle était glacée, respirait avec difficulté et saignait abondamment. Il tenta de réveiller Léopold, mais le prince était inconscient. Les médecins s'activèrent frénétiquement, appliquant des compresses chaudes, lui administrant du laudanum dans du vin. Mais il n'y avait plus rien à faire. Charlotte s'éteignit à 2h30 du matin. La princesse et son petit garçon furent enterrés ensemble dans la chapelle Saint-Georges, à Windsor. La vague de deuil qui submergea le pays fut immense. On disait que chaque foyer avait perdu son enfant préféré. Les magasins furent dévalisés de tout tissu noir. Les ports et les tribunaux fermèrent pour 2 semaines de deuil national. Même les plus pauvres et les sans-abri portaient un brassard noir. Des fonds publics furent levés pour ériger un monument en l'honneur de la princesse disparue. 3 mois après la mort de Charlotte, son accoucheur, Richard Croft, mit fin à ses jours. Ce triple drame entraîna d'importantes évolutions en obstétrique, notamment une utilisation plus large des forceps et des interventions plus précoces lors des accouchements difficiles. Mais la disparition de Charlotte provoqua aussi un effet inattendu. Ses oncles abandonnèrent leur maîtresse et se précipitèrent pour épouser des princesses dans une course effrénée à la succession. C'est de cette course que naquit la future reine Victoria. Mais on ne peut s'empêcher de se demander « Et si nous avions eu une reine Charlotte Ier ?» Merci d'avoir regardé.